Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attarder sur les prérequis nécessaires pour le chapitre 2, à savoir les méthodes physiques d'analyse. Donc, on va voir ensemble différentes méthodes physiques d'analyse et revoir celles qu'on a déjà vues avant ou des éléments dont on aura besoin pour comprendre. Donc, voilà l'ensemble des prérequis indispensables, hein. La plupart des choses ont déjà été vues soit en première, soit en seconde, soit au collège. On va rapidement balayer tout ça. Ok, donc premièrement, ce qu'on a vu en seconde et au collège sur la loi d'Ohm, c'est qu'il existe une relation entre le courant qui circule dans un dipôle ohmique et la tension à ses bornes. Donc, si ici on représente un dipôle ohmique avec un petit rectangle, on appelle ça communément une résistance, on va avoir une certaine tension qui va se développer à ses bornes et un certain courant qui va traverser le composant. Le lien entre ces trois valeurs est donné ici dans la fameuse loi d'Ohm, hein, U égale RI. Ça, il faut le connaître. On va le réutiliser pour la mesure de conductivité. Ensuite, on a vu aussi qu'il existait différents groupes caractéristiques dans chimie orga. On en a principalement étudié trois. Le groupe hydroxyle, ici représenté en 3D, hein, c'est un oxygène avec un hydrogène porté par un carbone. Donc ce groupe-là, il correspond à la fonction alcool. On a le groupe carbonyle qui fait des aldéhydes et des cétones. C'est un oxygène avec une double liaison vers un carbone. Donc ça donne d'autres propriétés aux molécules. Et enfin le groupe carboxyle qui est un oxygène avec une double liaison et en même temps un oxygène avec une simple liaison et un hydrogène sur un seul carbone. Ces trois groupes caractéristiques donnent des fonctions aux molécules et on va les réutiliser aussi pendant le cours. On a aussi découvert l'année dernière en première la spectroscopie infrarouge. Alors le principe c'est le suivant, j'ai une lampe à infrarouge qui va émettre tout plein de longueurs d'onde dans l'infrarouge qui ne sont pas visibles à l'œil nu. On va faire traverser à cette lumière infrarouge un échantillon, par exemple d'éthanal, et à la sortie on va se retrouver avec une certaine perte de lumière, d'intensité lumineuse en fonction de la longueur d'onde. Et on va regarder la courbe que cela représente et ça va nous permettre de déterminer les fonctions qui sont à l'intérieur des molécules qui ont été traversées par la lumière. Pourquoi? Parce que quand on va exciter avec des infrarouges ce genre de molécule, elle va se mettre à vibrer dans tous les sens, et ces vibrations vont absorber de l'infrarouge, de la lumière, et elles dépendent de l'environnement autour. Et donc, ça va nous permettre de sonder un petit peu la structure des molécules en envoyant de la lumière infrarouge et en regardant qu'est-ce qui est absorbé et qu'est-ce qui passe à travers sans problème. Donc, rappelez-vous, ça on l'a vu l'année dernière. Autre point, on va regarder un petit peu la dilution dans l'eau d'un cristal ionique. Donc là, le principe c'est le suivant, vous mettez un solide, un cristal, dans l'eau. Immédiatement, les molécules d'eau vont se mettre autour et l'attaquer en décomposant le cristal ionique en deux types d'ions. Des ions négatifs, les anions, et des ions positifs, les cations. Et on décrit ce phénomène par différentes phases. Une dissociation où l'eau va détruire le cristal, une solvatation où l'eau va se mettre autour, les molécules d'eau vont se mettre autour des anions et des cations, et ensuite une dispersion où l'agitation thermique va faire que les ions vont se promener, entre guillemets, dans la solution un peu partout. Voilà, donc on va représenter la dissolution d'un cristal dans l'eau par ces équations-là, ce sont des équations chimiques. À gauche, on a le réactif, ici par exemple du NaCl solide, donc du chlorure de sodium, une sel de table quoi. Et lorsque je vais le placer dans l'eau, immédiatement, l'eau va venir attaquer les atomes de sodium et les atomes de chlore pour former un ion Na+, un cation donc aqueux, solvaté, et un ion Cl-, un anion, là encore aussi solvaté. Ce qui est valable pour le chlorure de sodium est aussi valable pour le sulfate de cuivre 2, qui va donner du Cu2+, et du SO4-. Il peut arriver que les cristaux soient plus compliqués, par exemple BaCl2, ça signifie qu'il y a deux atomes de chlore par atome de barium dans ce cristal, et ça nous donne un ion, un cation Ba2+, aqueux, et deux ions Cl- par cation Ba2+. Le tout étant de maintenir la neutralité électrique à droite et à gauche dans l'équation bilan. Bien. On a vu aussi l'année dernière la concentration en mol. Alors la concentration en mol, c'est comme la concentration en masse, sauf qu'au lieu de compter la matière avec la masse, on la compte avec le nombre de moles, N. Et donc le principe est toujours le même, hein. Une concentration, c'est la quantité de quelque chose divisé par le volume du solvant.
enfin le volume global. Et donc ici, la concentration va être en mol par litre, car on va compter le nombre de mols qu'on a mis dans la solution, divisé par le volume de la solution. Donc la concentration s'exprime en mol par litre. On va regarder aussi rapidement la loi de Berlambert. Donc la loi de Berlambert nous dit que plus une solution est concentrée, plus la couleur est absorbée. L'absorption est donc proportionnelle à la concentration de la solution, et l'absorption dépend de la longueur d'onde. Alors ça, c'est très important, hein. Vous prenez deux solutions qui ont des couleurs différentes, en fait, elles n'ont pas une absorbance identique en fonction de la couleur. Donc là, par exemple, on a sur la courbe qui est dessinée là, on a une absorption assez forte dans le bleu et plutôt importante autour du cyan. Mais le rouge n'est pas absorbé, entre le bleu et le cyan, ce n'est pas absorbé non plus, et le violet n'est pas absorbé ici. Donc ça va donner une certaine couleur à notre solution. Et il existe une relation mathématique entre la concentration de l'espèce chimique en solution et l'absorption qu'on va observer. Et c'est juste une relation de proportionnalité, mais qui dépend de la longueur d'onde à laquelle on travaille, c'est-à-dire de la couleur qu'on étudie. Voilà, donc la suite du cours, ce sera donc en cours pour le coup, et on étudiera donc le fameux chapitre 2 de notre livre de physique-chimie. Voilà, au revoir.